8 jours. Il n'a fallu que 8 jours. 8 jours depuis le lancement de l'opération Epic Fury. 8 jours depuis les premières frappes. Et en 8 jours à peine, la carte économique du Moyen-Orient tout entier a été redessinée par la force, à l'intérieur même du territoire des plus proches alliés arabes de l'Amérique. Des alliés qui, et il faut le dire très clairement, n'ont jamais demandé cette guerre. Malgré les récits qui ont fuité après coup, tous ont déclaré publiquement qu'ils ne voulaient pas de ce conflit. Oman jouait activement un rôle de médiateur entre Téhéran et Washington. Son ministre des Affaires étrangères a exprimé sa déception face au fait que les États-Unis n'aient pas laissé une chance à la paix, alors qu'elle était littéralement à portée de main. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis, on comprend parfaitement pourquoi les économies du Golfe voulaient cette paix. Parce qu'en 8 jours, leurs économies ont été ravagées. Leur réputation de stabilité et de sécurité est en lambeaux. Et la guerre, elle ne fait que commencer. Le complexe de GNL de Ras Laffan, au Qatar, la plus grande concentration de production de gaz naturel sur Terre, a été frappée. La production est à l'arrêt. La raffinerie de Ras Tanura, opérée par Saudi Aramco, celle qui traite à elle seule plus d'un demi-million de barils par jour, a été mise hors service par un drone. Au Koweït, la raffinerie de Mina Abdullah a été touchée par des débris. Et ce ne sont pas des estimations. Le ministre qatari de l'énergie l'a dit publiquement, confirmant ce que les modèles internes montraient déjà en privé. Si les exportateurs du Golfe sont contraints d'arrêter leur production dans les semaines à venir, non pas par choix politique, mais par nécessité opérationnelle, le baril de pétrole montera à 150 $. Les Émirats arabes unis, à eux seuls, ont absorbé plus de 1000 drones et près de 200 missiles balistiques. Des hôtels brûlent à Bahreïn. 70% des vols commerciaux à travers les Émirats, le Qatar et Bahreïn ont été annulés. L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, est fermé depuis plusieurs jours. Le trafic dans le détroit d'Ormuz, ce corridor maritime par lequel transite normalement un cinquième du pétrole mondial, a chuté de 80%. Et voici le détail qui donne froid dans le dos. Si l'Iran décide de frapper les usines de dessalement du Golfe, les pays du CCG auront moins de 2 semaines d'eau potable. 2 semaines. Parce que ces États dépendent du dessalement pour jusqu'à 90% de leur eau. Ce ne serait pas une crise, ce serait une catastrophe humanitaire instantanée. Et malgré tout ça, les États-Unis ont choisi de mener cette guerre à l'intérieur de la géographie économique de leurs propres alliés, en partant du principe que ces alliés absorberaient le coût sans broncher. Cette hypothèse est désormais mise à l'épreuve. Et maintenant, la partie qui devrait vraiment inquiéter Washington. Selon le Financial Times, 3 des 4 plus grandes économies du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et le Koweït, sans qu'on sache lesquels exactement, ont entamé un examen interne conjoint visant à retirer des actifs des États-Unis et à les déplacer à l'étranger. Une source a confié au FT qu'ils évaluaient si les clauses de force majeure pouvaient être invoquées dans les contrats existants. Pour comprendre ce que ça signifie concrètement, le Qatar a déjà invoqué la force majeure pour sortir de plusieurs contrats de GNL qu'il avait avec l'Inde, entre autres. Ces clauses permettent à un fournisseur de suspendre, sans pénalité, ses obligations contractuelles lorsqu'un événement hors de son contrôle empêche la livraison. Or, le GNL du Golfe représente environ 20% de l'approvisionnement mondial. Et ces 3 pays ne se contentent pas de regarder leurs contrats gaziers. Ils envisagent aussi d'activer ces clauses pour se retirer de contrats de sponsoring sportif, d'engagement d'investissement et peut-être même des énormes promesses d'investissement qui avaient été faites à Donald Trump lors de sa tournée au Moyen-Orient l'an dernier, quand le président avait annoncé quelques 3200 milliards de dollars d'investissement. Tout cela est désormais en cours de révision. Un exemple concret de ce que cela pourrait affecter, la bataille en cours autour de Warner Bros, avec l'offre concurrente de Paramount portée par David Ellison. Cette offre s'appuie sur 24 milliards de dollars provenant de fonds souverains d'Arabie Saoudite, du Qatar et d'Abu Dhabi. Si ces fonds se retirent, c'est peut-être Netflix qui remportera la mise. Selon le Financial Times, plus de 2000 milliards de dollars d'actifs détenus aux États-Unis sont potentiellement en danger. La lecture dominante, c'est que les États du Golfe bluffent, qu'ils cherchent à faire pression sur Washington. Un tir de semonce, une menace, mais sans véritable intention de passer à l'acte. Et en partie, c'est probablement vrai. Pendant que ces menaces circulaient, Trump publiait vendredi sur Truth Social qu'il exigeait une reddition totale et inconditionnelle de l'Iran et qu'il poursuivrait jusqu'à l'obtenir.
Mais il y a une réalité structurelle que la plupart des analyses passent complètement à côté. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment glaçante. Les États-Unis sont désormais un exportateur net d'énergie. Ce n'est pas un slogan. C'est un fait opérationnel qui gouverne tout le reste. Le GNL américain se vend en ce moment avec une prime sur les marchés mondiaux. L'Europe, l'Asie, tout le monde cherche désespérément des approvisionnements qui ne viennent pas du Golfe. Ce qui veut dire que la fermeture du détroit d'Ormuz n'est pas nécessairement un problème pour Washington. On peut même soutenir que, du point de vue américain, c'est à bien des égards une excellente issue. Les États du Golfe ne sont plus des partenaires dont il faut protéger les flux commerciaux. Ce sont des concurrents qui viennent d'être marginalisés structurellement. Les États-Unis sont aujourd'hui le premier exportateur mondial de GNL. Et en poussant le raisonnement plus loin, chaque baril qui ne quitte pas le Golfe est un baril que la Chine ne reçoit pas. La Chine, qui dépend de l'énergie du Golfe d'une manière que les États-Unis ne connaissent pas. Environ 40% de son pétrole transite par le détroit d'Ormuz. Cette semaine, Pékin a déjà demandé à ses raffineurs d'arrêter de signer de nouveaux contrats d'exportation de carburant et de tenter d'annuler les cargaisons engagées, alors que la tension sur l'offre pétrolière réduit la capacité de production des raffineries chinoises. Du point de vue de Washington, une fermeture prolongée d'Ormuz est un levier stratégique qui s'exerce automatiquement, sans que les empreintes américaines soient visibles. Même l'offre de Trump d'escorte navale dans le détroit relève du discours creux. La marine a clairement indiqué qu'il est pratiquement impossible d'escorter les navires commerciaux dans les deux sens. Pour saisir l'ampleur de ce qui est en mouvement, il faut comprendre l'architecture financière de la relation États-Unis-Golfe en chiffres concrets, pas en pourcentage abstrait. L'Arabie Saoudite, à elle seule, détenait environ 370 milliards de dollars d'exposition aux actions américaines en 2024. Collectivement, les pays du CCG représentent entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars d'engagements financiers liés aux États-Unis. Fonds souverains, contrats de défense, accords d'infrastructure, traités bilatéraux d'investissement. Les Émirats ont promis 1 400 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis sur les décennies à venir. Les Saoudiens, près de 1 000 milliards. Ce ne sont pas des chiffres abstraits. C'est l'architecture financière vivante de toute la relation sécuritaire que le Moyen-Orient entretient avec l'Amérique depuis des décennies. Le principe est simple. Ils fournissent la sécurité énergétique, vendent leur pétrole en dollars et recyclent cet argent dans les marchés américains, actions, obligations, investissements directs. En échange, les États-Unis fournissent des garanties de sécurité, des systèmes d'armes et la promesse implicite de les protéger réellement. C'est sur cette base que le Pentagone stationne ses porte-avions dans le Golfe. Sauf que ses alliés pensaient bénéficier de la même protection qu'Israël. Et pendant cette guerre, ils ont découvert qu'ils étaient des alliés de seconde zone. Quand les stocks de munitions ont commencé à baisser, elles sont allées en priorité à Israël. Leurs responsables ont commencé à s'en plaindre ouvertement dans la presse. De leur point de vue, la promesse implicite a été rompue. Et c'est ici que l'on touche à quelque chose de beaucoup plus profond que la géopolitique ou la finance. On touche au contrat social qui maintient ces monarchies debout. Le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont passé des décennies à bâtir un pacte avec leur population. Un pacte presque élégant dans sa conception, mais structurellement très fragile. La formule est simple. Les citoyens reçoivent des subventions généreuses, un emploi stable dans le secteur public, des infrastructures de niveau mondial et le confort psychologique du prestige national. Les méga-projets, les franchises sportives, la reconnaissance internationale. En échange, les populations restent politiquement dociles. Pas de revendications démocratiques, pas de contestation, pas de manifestation. La légitimité de ces familles régnantes ne repose pas sur un mandat électoral. Elle repose sur leur capacité à fournir du confort matériel. Et ce modèle tient sur 3 piliers. L'argent, la stabilité et la perception d'invulnérabilité. L'idée que le Golfe est une zone à part, prospère, protégée, au-dessus du chaos régional. Aujourd'hui, les 3 piliers ont été fracassés simultanément. L'argent se contracte, les revenus énergétiques s'effondrent, le détroit d'Ormuz est quasi fermé, le tourisme, secteur dans lequel ces États avaient massivement investi pour se diversifier, s'est évaporé. La stabilité a disparu. 1000 drones au-dessus de Dubaï, des missiles interceptés au-dessus d'Abu Dhabi, des raffineries en feu. Et l'invulnérabilité ? Elle s'est brisée en direct sur les écrans de téléphone de millions de citoyens.
Les expatriés partent en masse. Une publication devenue virale résumait la situation. Je suis venu aux Émirats pour un abri fiscal. Au lieu de ça, je suis dans un abri anti-bombe. Et pendant ce temps, le gouvernement émirati avertit que toute publication sur les réseaux sociaux contredisant la version officielle est passible de prison. Les analystes ont déjà révisé à la baisse les prévisions de croissance du PIB de la région, jusqu'à un point de pourcentage, et ce, en supposant que le conflit ne dure que quelques semaines. La note de crédit de Bahreïn a été dégradée en catégorie spéculative. Mais ce n'est pas qu'un choc sur les revenus, c'est une crise de légitimité d'un tout autre ordre. Si cette guerre continue, elle frappera leur capacité de production, leurs objectifs de revenus. Et quand l'argent de la redistribution s'arrêtera, le contrat s'effondrera. L'Arabie Saoudite, elle, mérite un traitement à part. Le royaume ne connaîtra pas nécessairement la même déstabilisation rapide que le Koweït, le Qatar ou les Émirats. Il est beaucoup plus grand. Sa population est plus complexe. Sa géographie offre davantage de profondeur stratégique. Et la famille des Saouds a déjà survécu à des crises qui auraient détruit d'autres régimes. Mais cela ne signifie pas que l'Arabie Saoudite est stable. Cela signifie que son instabilité prendra une autre forme. En 2011, quand le printemps arabe menaçait de franchir les frontières du royaume, Riyad avait débloqué plus de 30 milliards de dollars en aide directe à la population, de l'argent distribué comme de l'eau d'un robinet, simplement pour calmer les tensions. Mais aujourd'hui, les Saoudiens font face à un déficit budgétaire croissant. Alors cette eau, d'où va-t-elle venir ? Mohammed Ben Salman a bâti toute sa prétention au pouvoir sur une seule promesse. Il serait l'homme qui transformerait l'Arabie Saoudite en économie post-pétrole. Vision 2030 n'est pas simplement un plan économique. C'est la justification politique qui lui a permis de concentrer le pouvoir entre ses mains, d'écarter les princes rivaux, de réprimer toute dissidence, d'emprisonner des militants. Tout cela a été légitimé, implicitement ou explicitement, par l'argument que le pays avait besoin d'un homme fort pour piloter cette transformation. Or, cette transformation était déjà sous tension avant la guerre. Neom, le méga-projet phare de MBS, a accumulé des dépassements de coûts considérables, des conflits avec les entrepreneurs et le déplacement forcé de milliers de membres de la tribu Huaytat hors de leurs terres ancestrales. Le tourisme n'a pas atteint les objectifs fixés. Le divertissement a progressé, mais pas au rythme nécessaire pour justifier les investissements. Les revenus non pétroliers ont augmenté en part du PIB, mais restent très en dessous des cibles initiales. Le projet a été massivement réduit. Et maintenant, une guerre qui frappe directement les infrastructures saoudiennes, Ras Tanura, l'une des installations d'exportation les plus critiques au monde, pendant que les revenus pétroliers s'effondrent au moment précis où Vision 2030 en avait le plus besoin. La lutte de pouvoir interne en Arabie Saoudite n'a pas disparu quand MBS a consolidé son contrôle. Elle a été recouverte d'argent pétrolier, de projets de prestige et du récit séduisant d'une transformation inévitable. Mais il ne faudra pas grand-chose pour que ce vernis recommence à brûler. Les rivaux de MBS n'ont pas été éliminés. Ils ont été neutralisés. Et ils observent depuis les coulisses. Les membres de la famille royale font leurs calculs. Ce n'est pas une prédiction disant que le royaume va s'effondrer, c'est un constat. Les conditions structurelles d'une contestation sérieuse du pouvoir à l'intérieur même de la maison des Saouds apparaîtront si cette guerre se prolonge. Le calcul de Washington semble être que les États du Golfe ont davantage besoin du parapluie sécuritaire américain que l'Amérique n'a besoin de leur coopération. Et c'est peut-être vrai à court terme, peut-être pendant les 6 prochains mois, peut-être même jusqu'à la fin de cette guerre. Mais les dégâts structurels infligés à cette relation sont déjà là, et ils ne seront pas temporaires. Les gouvernements du Golfe qui survivront à cette crise en sortiront avec une compréhension radicalement différente de la valeur réelle des garanties de sécurité américaines. Cette génération de dirigeants du Golfe entretient déjà des relations bien plus étroites avec Pékin que la précédente. Les Saoudiens vendent déjà une partie de leur pétrole en yuan. Et bientôt, d'autres décisions tomberont. Où placer les fonds souverains? Dans quelle monnaie conserver les réserves? Quel partenariat sécuritaire privilégié et quel niveau d'accès à leur base accordé à un partenaire qui traite ses alliés comme un terrain d'opération plutôt que comme de véritables contreparties. Voilà le coût à long terme de l'hypothèse selon laquelle les alliés seraient des clients. Pas une rupture brutale, non. Un découplage progressif, structurel, qui modifiera l'architecture de la projection de puissance américaine dans toute la région au cours de la prochaine décennie.
L'embargo pétrolier de 1973 n'a pas détruit la relation entre les États-Unis et le Golfe, mais il l'a changée de manière permanente. Ce moment a exactement la même nature. En 1973, le mécanisme, c'était l'énergie. Aujourd'hui, c'est le capital. Mais la logique est identique. Quand le coût d'une alliance dépasse le bénéfice qu'elle procure, même les partenaires les plus fidèles réévaluent leurs options. Quel que soit le résultat immédiat de cette guerre, la relation qui sortira de cette crise ne sera pas celle qui y est entrée. La lettre d'Al Habtour se terminait par une phrase qui mérite d'être le dernier mot ici. Le véritable leadership ne se mesure pas aux décisions de guerre, mais à la sagesse, au respect des autres et à la volonté d'avancer vers la paix.